et bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres du journal. Dans un instant, donc, les titres de ce journal. Gestion durable des déchets à Conakry. Le Premier ministre s'est rendu ce jeudi à la décharge de Dar Salam dans la commune de Bessia. Une visite de terrain marquée par des annonces en faveur de la délocalisation de ces sites. Le président du CNT est à Genève en Suisse. Dr Dansa Kourouma participe à la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Une rencontre de haut niveau pour parler de la coopération interparlementaire et de la paix à travers le monde. Et enfin, lutte contre la mortalité maternelle. Conakry abrite les travaux du 11e congrès de la gynécologie obstétrique. 2 jours autour de l'hémorragie post-partum à l'origine de plusieurs cas de décès chez les femmes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le gouvernement guinéen intensifie donc la lutte contre l'insalubrité. Et ce jeudi, le Premier ministre s'est rendu à la décharge de Dar Salam, un site qui pose de réels défis sanitaires et sécuritaires. Une visite de terrain au cours de laquelle des annonces majeures ont été faites, notamment la fermeture progressive de cette décharge et la mise en place d'un nouveau plan de gestion durable des déchets. Ousmane Bangoura. Au cœur du Dar Salam, cette montagne d'ordures qui alerte depuis des années. Le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné de plusieurs cadres techniques, des élus locaux et des services de salubrité, s'est rendu sur ce site pour constater l'ampleur des risques. Objectif, enclencher une réponse rapide aux dangers sanitaires et sécuritaires que représente cette décharge en plein cœur de la capitale. Le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, avait indiqué qu'il veut que la décharge de Dar Salam soit fermée. On a eu plusieurs réunions, des discussions, mais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, il est indispensable que les instructions du président pour la fermeture de la décharge, que ces instructions soient appliquées le plus rapidement possible. Mais comme vous le savez, cela nécessite une méthode et une planification. C'est la raison pour laquelle, avec cette forte saison des pluies, avec des inondations, ce qui est urgent et ce que j'ai demandé au président de la délégation spéciale, au quartier et à l'ANSP, de nous indiquer les zones les plus sensibles, les zones de risque au cas où il y aurait eu éboulement. Il faut gérer l'assainissement de la ville de Conakry. L'assainissement de la ville de Conakry pose beaucoup de problèmes. Au-delà de cette visite, c'est une refonte globale du système de gestion des déchets que veut impulser le gouvernement. Du tri à la valorisation, la future stratégie veut faire des déchets une véritable source d'opportunités économiques. Une initiative saluée par les riverains. Nous sommes venus pour accompagner, n'est-ce pas, participer non seulement à la sensibilisation, mais aussi à la délocalisation progressive et structurée de la décharge de Dar Salam. Dès la semaine prochaine, des concertations avec le secteur privé et les partenaires techniques seront lancées. Une démarche participative pour bâtir enfin une politique d'assainissement durable à la hauteur des enjeux de la capitale. Dans l'actualité ce soir, de violentes pluies se sont abattues la nuit dernière sur la capitale guinéenne. Des pluies torrentielles qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Vous allez suivre notre constat détaillé dans un instant. En attendant, il faut dire que très tôt ce matin, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est rendu dans plusieurs localités sinistrées. Face à l'étendue des dégâts et à l'urgence des secours, un comité de crise multidisciplinaire est mis en place pour organiser la réponse humanitaire. Amadou Touré. C'est à Kissos au Bas-Fond et à Antamarché, secteur Bas-Fond, où le pic a été touché. Dans ces endroits, des concessions presque dans le lit de ce marigot ont payé les frais de la forte pluie de la nuit dernière. Il a commencé à pleuvoir ici à 22h. 22h, j'ai vu que le volume d'eau ne fait qu'augmenter. À 23h, j'ai alerté tout le monde. J'ai dit, mais sortez, il y a la pluie. Le volume que je vois comme ça, c'est anormal. Entre-temps, il y a 2 troncs d'arbres venus. Ça coïncide directement la clôture. Dès que la clôture est effondrée, automatiquement, ceux qui sont par là, ça trouve que l'alerte a fait que tout le monde a quitté.
Face à cette situation, les autorités communales de Matoto et les responsables de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires en Guiche sont sur pied pour évaluer l'étendue des dégâts. Ce que j'ai constaté physiquement de mes propres yeux, il y a eu trois morts, mais la police m'a rapporté que hier nuit, il y avait 2 autres corps qui ont été déjà transportés. Là où on se trouve actuellement, là, c'est dans le bas-fond même entre la commune de Tombolia et Matoto. Vous pouvez voir derrière moi, les images parlent d'elles-mêmes. Les constructions anarchiques. C'était de voir quelles sont les infrastructures qui ont été impactées, le nombre de citoyens impactés. Nous avons réquisitionné sur l'ensemble du territoire national 58 structures publiques, que ce soit les écoles, maisons de jeunes, et en cas d'inondation, pour que les gens quittent dans ces lieux à risque d'inondation pour venir se recaser et comment on appelle, dans ces lieux publics. Une mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, conduite par le secrétaire général, a aussi sillonné les endroits sinistrés et visité les familles endeuillées. Nous avons été dépêchés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour venir voir de visu ce qui s'est passé dans certaines familles après la forte pluie qui est tombée sur la ville de Conakry hier et voir les dégâts causés, les pertes en vies humaines également, et voir au nom du gouvernement ce qu'on peut apporter, mais également apporter notre soutien, notre compassion et manifester notre engagement auprès de toutes ces familles. Jusqu'à l'heure où nous quittions les zones sinistrées, aucun bilan exhaustif fiable n'avait été présenté par le gouvernement à travers ses services appropriés sur les cas de mort, de disparus et la situation des dégâts matériels. Voilà donc pour cette mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui était sur le terrain. J'ajoute donc que plusieurs quartiers de la capitale ont été submergés, des concessions en partie détruites, des routes coupées à quelques endroits, à Lambani, à Sangoya ou encore à Kisoso. Ces pluies torrentielles ont presque tout ravagé sur leur passage, faisant des morts et entraînant d'importants dégâts matériels. Le constat détaillé avec Mamadou Saliouba et Youssouf Kamara. Inconsolable, elle pleure la disparition de ses enfants emportés par les eaux tard la nuit. Ici à Sangoya Mosquée, la famille Sangaré a été surprise par les eaux de ruissellement suite aux fortes précipitations. À 0 heure, mon voisin est venu me chercher pour l'aider. Il y avait inondation chez Gel. À mon retour, je suis venu avec ses enfants. Nous étions à la terrasse. Soudain, j'ai entendu un bruit dans la chambre. Je suis rentré et j'ai trouvé que le mur est tombé. C'est en ce moment que l'eau est venue avec force. En tentant de sauver les enfants, j'ai pu secourir 4. Malheureusement, 2 sont partis. Des pertes en vie humaine, mais aussi des dégâts matériels, comme ici à Kisoso Plateau. Sur place, rien n'a été épargné par les eaux. Partout, on tente de sauver ce qui peut l'être. Sur le terrain, les autorités communales de Matoto veulent s'enquérir de l'étendue des dégâts. En attendant un bilan précis, on dénonce les constructions anarchiques. À Lambani-Wareya, cette voiture a été emportée par les eaux. Comme à Kisoso, plusieurs habitations ont été envahies par les eaux. Partout, les habitants ont assisté impuissants à la destruction de leurs biens. Depuis l'année passée, l'eau rentre. Mais cette fois-ci, c'était pur. Je n'ai jamais vu ça. Presque tout est gâté. Vu la pression de l'eau qui était énorme, dans l'eau, ça fait des dégâts dans la cour en emportant des véhicules et quelques biens matériels. Dans plusieurs quartiers de la capitale, le réveil a été brusque pour bon nombre d'habitants. Entre inondations, noyades et éboulements, les fortes précipitations ont entraîné des dégâts à maints endroits. En attendant un bilan précis, certains habitants cherchent un abri plus sûr pour sauver le reste de leurs biens, pendant que d'autres espèrent une météo plus clémente les prochains jours.
Et parmi les victimes des fortes précipitations de la nuit dernière, il y a le directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurisation des systèmes informatiques. Ibrahima Khalil Keïra a été emporté par les eaux de ruissellement au ministère des Télécommunications où il a servi. On regrette la perte d'un grand travailleur. Ce communiqué du gouvernement relatif aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels causés par les pluies diluviennes à Conakry. Le gouvernement de la République de Guinée a pris avec une profonde tristesse les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Conakry dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025. Selon les premières informations disponibles, ces intempéries ont malheureusement entraîné la mort de plus de 7 de nos concitoyens et provoqué de nombreux sinistres dans plusieurs quartiers de la capitale. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées ainsi qu'au peuple de Guinée tout entier. Il exprime sa compassion et sa solidarité aux victimes et aux personnes affectées par cette tragédie. Le gouvernement appelle les populations à redoubler de vigilance en cette période de fortes précipitations, à respecter les consignes de sécurité et à suivre attentivement les bulletins et alertes diffusés par les services météorologiques nationaux. Des instructions ont été données aux services compétents pour apporter l'assistance nécessaire aux familles endeuillées et aux sinistrés et pour renforcer les dispositifs de prévention et de secours dans les zones à risque. Le gouvernement reste mobilisé aux côtés des citoyens et réaffirme sa détermination à œuvrer pour la protection des vies humaines et des biens face aux aléas climatiques. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Dans l'actualité encore, le président du Conseil national de transition, je le disais au sommaire, séjourne à Genève en Suisse. C'est là que se tient la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. La rencontre se tient sous le thème « Le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous ». La conférence a été précédée par le 15e sommet des présidents de parlement. C'est ici, au Palais des Nations de Genève, qu'ils se sont donné rendez-vous. C'est parti pour la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Ils se sont retrouvés pour échanger autour de la coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Du haut de cette tribune, Dr Dansa Kourouma partage la vision du peuple souverain de Guinée. Au nom du peuple de Guinée et de son président, le général Mamadi Doumbouya, je vous adresse mes salutations fraternelles et mes remerciements sincères. Je salue particulièrement le bureau de l'UIP et son secrétariat général pour la pertinence du thème choisi et l'excellente organisation de cette rencontre. À une époque où le multilatéralisme est contesté, confiné dans la technocratie, l'UIP incarne encore le plus grand rassemblement démocratique des parlements et cela mérite d'être célébré. Nous assistons consciemment au spectacle d'un monde en mutation, un ordre mondial en péril. Pourtant, la souveraineté véritable ne se mesure pas au rejet des engagements internationaux, mais à la fidélité des dirigeants aux pactes internationaux librement consentis au nom des peuples, dans le cadre du droit international. Les parlements, piliers de la démocratie mondiale, dans ce climat délétère, les parlements doivent redevenir les bastions de la démocratie, de la paix et des libertés fondamentales. Nous, parlementaires, avons la responsabilité de porter la voix des peuples sur la scène internationale, concilier engagements globaux et réalités locales, transformer les aspirations citoyennes en politiques publiques concrètes. Nous devons aussi être un rempart contre toutes les formes de dérive dans la gouvernance mondiale. Cette autre conférence marque l'aboutissement de 2 années de travail d'un comité préparatoire. Elle est aussi l'occasion pour les chefs de délégation de formuler des plaidoyers en faveur d'une coopération fructueuse basée sur le principe d'égalité et d'équité. Le multilatéralisme, non pas le problème, mais c'est la solution. Ce n'est pas le multilatéralisme qu'il faut condamner, mais son usage biaisé. Ce que nous devons promouvoir, c'est un multilatéralisme rénové, plus juste, plus solidaire et plus représentatif.
L'Afrique en général a été et continue à subir les conséquences du multilatéralisme de domination ou l'unilatéralisme, brandi tout le temps par certains États devant le silence des institutions internationales qui sont pourtant les garants. C'est pourquoi je plaide pour le renforcement des mécanismes de coopération économique plus juste et plus équitable. La mutualisation des expériences positives dans la gouvernance. Conformément à cette approche inclusive de l'Union interparlementaire, cet événement devrait contribuer à combler le déficit démocratique dans les affaires internationales. Et puis le Royaume du Maroc célèbre le 26e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. C'est une date symbolique qui mobilise les Marocains dans le pays et même au-delà des frontières. En Guinée, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités du pays, le corps diplomatique, mais aussi les amis du Royaume chérifien. Tous sont venus réaffirmer le bon rapport avec le Maroc et accompagner la célébration. Moussa Bangoura et Makeme Dozo. Le 30 juillet marque un grand événement pour le Royaume du Maroc. Cette date marque l'intronisation de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Pour la célébration de ce 26e anniversaire, l'ambassade du Maroc invite le gouvernement, le corps diplomatique et les amis du Royaume chérifien. Votre présence nombreuse nous honore. Elle témoigne de l'amitié forte et séculaire qui lie nos deux pays depuis des décennies et du respect partagé pour cette histoire que nous célébrons ensemble. Excellences, mesdames et messieurs, 26 ans se sont écoulés depuis l'accession au trône du roi Mohamed VI. 26 ans d'un règne synonyme de stabilité, de réforme, de modernisation et de progrès, avec comme corollaire principal le développement et l'émancipation humaine. Le regard du Maroc est aujourd'hui tourné vers l'avenir et la mise en œuvre de son nouveau modèle de développement sous l'impulsion de Sa Majesté le roi. Nous suivrons avec admiration le parcours de transformation du royaume dans tous les domaines, social, économique, environnemental et géopolitique. Et la Guinée salue particulièrement la vision audacieuse de Sa Majesté pour un Maroc moderne, solidaire et résolument tourné vers l'Afrique. Nous nous réjouissons de la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre nos deux pays, ancrées dans une histoire commune de fraternité, de respect mutuel et de solidarité agissante. Ces relations ne cessent de se renforcer, comme en témoignent de nombreux projets structurants, et particulièrement dans le domaine de la formation des cadres guinéens. Dans Simandou Academy, le Royaume du Maroc prend toute sa part et nous sommes heureux d'ouvrir les portes de Simandou Academy à votre pays pour que nous puissions aussi faire comme le Maroc un développement endogène basé sur des relations stables avec le reste du monde. Une occasion pour le chef de la diplomatie guinéenne de rappeler les bons rapports entre le Maroc et la Guinée. Une coopération bilatérale fructueuse qui remonte aux premières heures de notre indépendance. Votre pays peut compter sur notre État, sur son soutien constant. Vous l'avez rappelé. Lorsque la question du Sahara s'est posée, la Guinée a été un pays qui avait affirmé clairement sa position. L'Afrique n'oublie pas qu'elle a été divisée, subdivisée par la colonisation. Nous ne pouvons donc pas nous battre entre nous pour les conséquences de quelque chose qui a été décidé sans nous et contre nous. C'est pourquoi la Guinée a été claire. Ce sont les mêmes peuples. Et donc la marocanité du Sahara. Et cette position guinéenne a été réaffirmée par les Nations Unies. Nous souhaitons vivement que l'entente, la paix, le dialogue, la fraternité fleurissent et mûrissent dans cette région. Je tiens à souligner l'engagement du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à faire tout ce qui est humainement possible pour que nos relations avec votre pays, monsieur l'ambassadeur, non seulement se renforcent,
mais se pérennise. Cette fête a été rehaussée par la présence du chef du gouvernement, Amadou Ouriba, de plusieurs anciens premiers ministres, des membres du CNRD et ministres aux côtés de l'ambassadeur du Maroc pour fêter les 26 ans du trône de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. À l'intérieur du pays, plusieurs chantiers sont ouverts pour le bien-être des populations. Des initiatives impulsées par le chef de l'État et qui poussent dans divers domaines. Sur le terrain, une équipe du bureau du suivi des priorités présidentielles vient de sillonner la savane guinéenne. Le site qui abrite le projet d'interconnexion Guinée-Mali à Sigiri, l'autoroute de Kankan sont visités et les résultats sont appréciés. Yamokaba. Bientôt, l'objectif sera atteint. Donner du courant dans la région de Kankan, 24 heures sur 24. Sur le terrain, plus de répit pour le bureau de suivi des priorités présidentielles au contact des entreprises contractantes. Première étape, la ville de Sigiri. Sur ces installations imposantes du interconnexion Guinée-Mali, le résultat élargit le champ des possibles pour renforcer l'offre en énergie. Il y a les travées arrivées Foumi, il y a travées Foumi 1 et travées Foumi 2, il y a les travées Transfo 1, il y a les travées couplage, il y a les travées Transfo 2 et aussi les travées Sanarakoba qui vont aller du côté Mali, il y a 1 et 2. Et puis nous avons aussi les 2 transformateurs de 40 MVA chacun, donc, qui sont installés au poste de... À Kankan, même ambition pour évaluer des initiatives présidentielles, cette fois dans le domaine des infrastructures routières, sur le chantier des travaux de construction de 2x2 voies de 12 km, le rythme s'accélère. En visitant les points d'observation, le coordinateur adjoint du bureau de suivi des priorités présidentielles insiste sur le respect des cahiers de charges. Globalement, les travaux se déroulent dans de bonnes conditions et nous nous acheminons vers l'atteinte des résultats. Au niveau du bureau de suivi des priorités présidentielles, un de notre objectifs, c'est de s'assurer que l'ensemble des promesses tenues par M. le Président de la République à l'endroit de la population puissent être concrétisées et que ces projets puissent bénéficier valablement à l'ensemble de la population guinéenne. Fin du périple de supervision, l'aérodrome de Kankan, un projet au cœur des priorités du CNRD pour relancer le trafic aérien sur le plan national. Par cette visite guidée, la volonté politique forte du président de la République, général Mamadi Doumbouya, est affichée pour moderniser des infrastructures aéroportières, s'assurer de l'état d'avancement de tous ces travaux. Voilà la feuille de route du BSPP. On va parler ce soir encore de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution avec tout d'abord le ministre de l'Habitat qui est sur tous les fronts. Mori Kondé était récemment à Koubia où il a conféré avec les administrateurs locaux ainsi que les citoyens. Au centre des attentions, le contenu du projet de nouvelle constitution, le document dont le contenu a été largement expliqué pour qu'il soit compris par les populations. Moussa Kouyaté. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État dans cette étape, est allé à la rencontre des populations, des autorités communales et administratives de Koubia. Il poursuit le même exercice d'explication du contenu du projet de nouvelle constitution. Mesdames et messieurs, ce projet de constitution qui vous est proposé n'est pas un texte réservé à une catégorie de citoyens. Il est notre contrat social, le socle de nos droits et devoirs, le miroir de nos valeurs communes. Il doit être approprié par tous. À Koubia, Mori Kondé est revenu sur l'importance de ce document qui va imprimer un nouvel élan au développement de la Guinée. Vous avez la charge désormais de démultiplier le contenu qui vous a été partagé ici en ce qui concerne les innovations contenues dans ce projet de nouvelle constitution, dans tous les secteurs, dans tous les hameaux, dans tous les districts, dans toutes les communes rurales et dans la commune urbaine de Koubia, afin que la population puisse avoir tout ce qui est compréhension de cette nouvelle constitution. Les autorités communales et administratives de la préfecture de Koubia se sont engagées à poursuivre ces opérations de vulgarisation dans toutes les localités. Cela pour mieux cerner le contenu du projet de nouvelle constitution avant le 21 septembre prochain.
À Kissidougou, cette initiative a pris la forme d'une tournée intense menée par le directeur général de la marine marchande, Paul Moussa Diawara, a sillonné les 12 sous-préfectures de la localité. Pendant 3 jours, les différents articles du projet ont été décortiqués devant les citoyens. L'objectif est de garantir une meilleure compréhension des réformes proposées. Souleymane Kamara. À Kissidougou, le directeur général de la marine marchande, Paul Moussa Diawara, a sillonné les 12 sous-préfectures pour présenter en détail le projet de nouvelle constitution aux populations. Cette campagne de sensibilisation initiée par le gouvernement vise à assurer une meilleure compréhension des 199 articles de ce texte fondamental et à favoriser son appropriation par les citoyens. Là où nous sommes beaucoup ravis, c'est le côté des femmes. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les femmes sont les baromètres de la société. Donc nous, les femmes, c'est nous qui devons donner la paix en Guinée. La Constitution parle encore le septennat. Quand il y a 7 ans renouvelables, une seule fois, tu peux t'occuper de la population, faire des routes, faire des hôpitaux et développer le pays. Devant des populations attentives, Paul Moussa Diawara a présenté les innovations majeures de la nouvelle constitution afin d'en féliciter la compréhension et l'appropriation par tous. Je pense que personne n'a été laissé à marge. Cela est important. Nous saluons ce projet de nouvelle constitution et nous pensons que c'est important de le vulgariser ici. On partira dans l'ensemble des sous-préfectures de Kissidougou pour expliquer le contenu de ce nouveau projet de nouvelle constitution. La constitution, c'est la loi suprême. C'est la loi des lois, c'est la mère des lois. Il faut qu'elle soit comprise pour que chacun des citoyens, dans sa langue, comprenne le contenu et la portée de cette nouvelle constitution. Pour maximiser l'impact de cette campagne, les autorités ont mis en place des stratégies adaptées, incluant des supports simplifiés, des débats participatifs et la mobilisation des leaders locaux. Rassemblement extraordinaire également à la Direction générale des douanes. Occasion pour le colonel Cheikh Gaderi Kondé de passer en revue le contenu du projet de nouvelle constitution. Un soulagement pour les soldats de l'économie qui s'engagent à vulgariser le texte à l'échelle nationale. Mohamed Seyar Souma. Un rassemblement pas comme les autres à la Direction générale des douanes. À l'ordre du jour, le projet de nouvelle constitution. L'équipe dirigeante se fixe pour défi d'expliquer le contenu du texte. Il y a tellement de droits reconnus aux Guinéens, à la population guinéenne. Il y a tellement de protection pour la population civile. Nous sollicitons à tout le monde de lire et de comprendre ce projet, de pouvoir le voter pour l'avenir de la Guinée. Le projet de nouvelle constitution totalise 199 articles. À la suite de l'exposé, un début de compréhension s'installe. Les enfants sont prévus. En tant que femme, l'aspect éducation m'a beaucoup touchée. L'aspect santé m'a touchée. Les personnes diminuées physiquement doivent être entendues aussi. Donc ça, c'est l'ensemble de la vie, la nation qui fait partie de cela. Alors, c'est une journée de sensibilisation, comme je le disais tantôt. Et nous allons nous approprier de cette constitution, à notre tour, de vulgariser cette constitution. C'est justement l'objectif recherché, impacter positivement le milieu professionnel, mais aussi familial. Nous avons demandé aux collègues qui s'en approprient, qui partent dans leur famille. Et il y aura une mission de tournée dans toutes les régions douanières, à commencer par Conakry. Nous avons ouvert le bal ici, pour que tous les collègues comprennent que nous sommes une partie du peuple. Malgré la tenue, nous sommes une partie du peuple. Nous avons donc obligation à comprendre ce texte. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution se veut nationale. Une volonté affichée par la Direction générale des douanes qui emboîte le pas au ministère du Budget. Au même moment, la structure Esprit CNRD poursuit la campagne de vulgarisation porte à porte. Il y a quelques jours, les membres de la plateforme étaient dans la commune de Matoto où ils ont sillonné plusieurs ménages. Partout, le contenu du projet de nouvelle constitution a été expliqué. Alpha Siagaba. La vulgarisation du projet de nouvelle constitution dans la commune de Matoto. Dans les différents messages, le contenu ainsi que les grandes nouveautés de la loi fondamentale sont expliqués aux populations. Nous sommes ici pour la vulgarisation de la nouvelle constitution. Ce projet
qui est un projet national qui touche tout un chacun, dont nous avons le devoir de présenter au peuple de Guinée, afin que le peuple comprenne et qu'il puisse lire et s'imprégner du contenu et savoir réellement quels sont les interdits et quels sont les droits et les devoirs de cette nouvelle constitution. Pour faciliter la vulgarisation, des copies du projet de la nouvelle constitution sont distribuées aux citoyens de Matoto. Nous sommes très très heureux de ce document que nous avons aujourd'hui. Cette constitution, elle est la nôtre. C'est dit dedans. Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je n'ai pas la prétention de dire ce que je sais de tout ce document que nous avons. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir la nouvelle constitution. Très très contente pour cette nouvelle constitution. À l'origine de cette campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, la structure Esprit CNRD, l'initiative va se poursuivre dans les autres communes de Conakry. Première session ordinaire de la Chambre nationale d'agriculture sur fond de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Des véhicules sont remis aux présidents régionaux de la Chambre d'agriculture pour leur permettre d'accomplir la mission de démultiplication de la nouvelle loi fondamentale. Fodé Kamara, Nabila Moussa Kamara et Al-Khali Kobole Keita. La première session ordinaire 2025 de la Chambre nationale d'agriculture réunit les membres de l'Assemblée consulaire nationale à Conakry pour faire le point des avancées réalisées au cours du premier semestre de l'année 2025. Les responsables de cette institution ont profité de ce conclave pour vulgariser le contenu du projet de la nouvelle constitution. Pour faciliter cette vulgarisation, cette session est couplée à la cérémonie de remise officielle de 8 véhicules aux présidents régionaux des chambres régionales d'agriculture qui doivent démultiplier le contenu de la nouvelle constitution aux producteurs de la Guinée profonde. Il est du devoir de chaque citoyen aujourd'hui, en personne physique, sans parler de ce que nous représentons en tant qu'institution en personne morale, de se déployer pour la présentation du projet de constitution de notre pays. Aujourd'hui, la remise est faite et ensuite, nous avons procédé à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution aux acteurs pour reprendre les éléments, les dispositions qui vont, à notre sens, dans l'intérêt du monde rural. Il faut rappeler que ce projet de constitution obéit effectivement à nos aspirations. Pour relever les défis en vue de répondre aux attentes des producteurs, ces élus du monde rural ont validé les documents soumis à l'Assemblée consulaire nationale. Puisse cette session se dérouler dans un esprit constructif, de dialogue et de responsabilité collective, afin que les décisions qui en découleront soient porteuses de transformation et de résultats durables pour le monde rural. À travers la mise en œuvre du projet Simandou et les perspectives qu'offre le programme Simandou 2040, les ambitions des responsables de la Chambre nationale d'agriculture sont expliquées pour mieux orienter les membres. Dans le reste de l'actualité, renforcer la formation, améliorer l'encadrement, voilà la mission du nouveau commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Le chef d'escadron, Abakar Kamara, a officiellement pris les commandes de l'établissement au cours d'une cérémonie grandeur nature. C'est l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes qui a présidé cette cérémonie placée sous le signe de l'unité et de la collaboration. Adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Le chef d'escadron Aboubacar Kamara a officiellement pris fonction ce matin. Il est désormais le nouveau commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale éogène de Somphonia. Une cérémonie solennelle présidée par l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes. Elle a connu la mobilisation de nombreux hauts cadres des forces de défense et de sécurité. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au nom du président de la République, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant de l'école des officiers de gendarmerie nationale le chef d'escadron Aboubacar Kamara, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service
l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans son discours d'installation, le chef d'escadron Aboubakar Kamara a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite et harmonieuse de l'ensemble du personnel de l'école. Cette école est devenue, en quelques années, l'épicentre de la formation des officiers de la gendarmerie guinéenne. Prendre fonction officiellement en tant que premier chef de cette prestigieuse école est un honneur que je mesure pleinement. Ici se forge l'élite de demain. Ici se forment les futurs chefs. Ici s'incarnent nos valeurs fondamentales qui sont l'honneur, le devoir, la discipline et la loyauté. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage au général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. Je ne peux poursuivre mon intervention sans adresser un grand remerciement au commandant sortant et à l'équipe des instructeurs. Le choix du chef d'escadron Aboubakar Kamara à la tête de l'école des officiers de la gendarmerie nationale s'inscrit dans une volonté de dynamiser la formation et l'encadrement au sein de cette institution. Et puis, mesdames et messieurs, nous sommes le 31 juillet 2025. La Guinée célèbre aujourd'hui le 63e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. Une occasion de saluer la contribution des femmes d'Afrique au processus de développement du continent et à la prise en compte par l'Union africaine des questions liées au genre. Pour l'occasion, les autorités réaffirment leur volonté à promouvoir l'égalité, la justice et l'autonomisation des femmes. Voici à ce propos un extrait de la déclaration de la ministre de la Promotion féminine. L'opportunité nous est offerte de louer la bravoure de celles qui ont œuvré au rayonnement d'une organisation féminine à l'échelle continentale. Ces guerrières ont marqué l'histoire de leur continent en tant que force motrice capable d'apporter des changements positifs au sein de la communauté africaine. C'est avec honneur et humilité que nous rendons hommage à notre compatriote Feu Aga Jeanne-Martin Cissé, qui, consciente du rôle primordial que la Guinée a joué dans l'émancipation de l'Afrique tout entière, a héroïquement assuré la présidence de la première organisation africaine des femmes dès sa création en 1962. Aujourd'hui, la donne en vigueur dans notre pays est un gage sûr pour mieux positionner les Guinéennes à l'échelle du continent. S'inscrivant dans la logique des panafricanistes, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, multiplie des gestes visant à renforcer le pouvoir des femmes. Depuis le début de l'année, sous son leadership, des instruments de promotion des droits des femmes se multiplient autant que leur concrétisation dans les faits. Le décompte du nombre de femmes dans le gouvernement ne constitue plus l'unique étalon de mesure de valorisation du statut des femmes. En effet, l'adoption du compendium des compétences féminines de Guinée, la mise en place du Conseil national des femmes et filles de Guinée, ou encore la validation de la politique nationale JAR 3 sont autant de décisions politiques dont l'effet se fera positivement ressentir à court et moyen terme. Les propos de Charlotte Daffé ont été recueillis par Mohamed de Camara. Ouverture ce mercredi du 11e congrès de la gynécologie obstétrique, des journées scientifiques qui regroupe près de 200 médecins guinéens étrangers. Pendant 2 jours, ces spécialistes vont échanger sur l'hémorragie du postpartum, à l'origine de nombreux cas de décès chez les femmes. La rencontre vise à identifier des stratégies pour réduire considérablement la mortalité maternelle. Compte rendu, Adia Toubari.
Pour une mission commune de réduction de la mortalité maternelle, il se penche sur les facteurs déclencheurs à tous les niveaux. Et l'hémorragie du postpartum est considérée comme la première cause de décès des femmes pendant ou après l'accouchement. Dans les hôpitaux, elle est souvent mal diagnostiquée avec une prise en charge peu qualifiée. Ces hémorragies, on peut les éviter parce qu'on connaît les risques qui peuvent mener à ces hémorragies. Donc, au cours de notre travail en salle d'accouchement, on doit en tenir compte. Les innovations qu'on a actuellement, c'est que depuis 2 ans, on est en train d'introduire dans la prise en charge des hémorragies du postpartum des molécules innovantes comme la carbétocine thermostable, l'acide tranexamique et le misoprostol, dans la région notamment de Mamou et Labé. À ce congrès de la gynécologie obstétrique, les scientifiques de 8 pays de l'Afrique se joignent à leurs homologues de la Guinée pour approfondir les réflexions sur la thématique. Nous avons observé dans l'espace de la Société africaine de gynécologie une baisse importante des taux de mortalité maternelle, d'environ 40%. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a des mesures simples à prendre, une organisation pratique à mettre en œuvre. Ces journées scientifiques constituent un moment fort pour la communauté médicale guinéenne, en particulier pour les spécialistes de la santé de la femme. Elles offrent une plateforme précieuse pour la réflexion collective sur les défis et les opportunités liées à la santé maternelle. Depuis 2016, la Guinée affiche un taux de mortalité maternelle de 550 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce congrès recommande au ministère de la Santé et les partenaires d'entreprendre de nouvelles actions fortes pour inverser la tendance. Comme engagement, renforcer les capacités de prise en charge obstétricale dans les structures sanitaires, je l'ai dit, élargir l'accès au dépistage gratuit et précoce des cancers du col de l'utérus et du sein à travers les campagnes communautaires. Durant 2 jours, les sous-titres comme les cancers gynécologiques et mammaires, de plus en plus fréquents, vont être débattus pour réduire leur fréquence. Merci à Adia Toubari pour toutes ces explications. Et puis, il est l'une des nouvelles figures du gouvernement guinéen. Nous vous proposons ce soir le portrait du tout nouveau ministre de l'Énergie. Namori Camara est un haut cadre de l'administration publique qui a dirigé la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry avant de se retrouver à la tête de ce département stratégique, le secteur énergétique qu'il compte gérer avec toute l'efficacité requise et suivant la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Son portrait avec Nabi Camara. Namori Camara, c'est l'actuel ministre de l'Énergie et président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier FER. Lui, il a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs publics et privés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Il a précédemment occupé le poste de directeur général de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, SOGEAC. Diplômé en sciences de gestion et en droit international des affaires à l'université de Dakar, Namori Camara entame sa carrière en 2001 à l'unité d'audit DDI, rattachée directement au cabinet du ministre de l'économie et des finances. Après cette première expérience dans la fonction publique, il oriente sa carrière vers le secteur aéronautique en rejoignant la multinationale AOG, leader mondial de l'information et de l'analyse aéronautique. Il y gravit les échelons pendant plus de 16 ans, jusqu'à occuper le poste stratégique de directeur des ventes internationales pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Connu pour sa polyvalence, son leadership et sa fine connaissance de l'environnement des affaires, Namori Camara est également l'auteur de plusieurs articles sur le développement économique en Guinée et en Afrique. Il a par ailleurs animé de nombreuses conférences à l'international. Enfin, en tant qu'ancien directeur en charge du Moyen-Orient, il a acquis une solide expertise dans les affaires aéronautiques et a contribué à la signature de nombreux contrats d'envergure. Son initiative la plus marquante demeure l'institutionnalisation du Guinea Investment Forum, le tout premier forum d'investissement de la République de Guinée qui a ouvert de nouvelles perspectives économiques pour le pays.
Dans l'actualité encore, présentation et validation des outils de prévention sur la capture et la consommation des pangolins à Ziama. L'événement mobilise les communautés riveraines, les autorités administratives ainsi que les partenaires du gouvernement. La fondation Levantis appuie cette initiative de Fauna and Flora International en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Lancé Kamisoko. Inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en matière de gestion de la biodiversité en Guinée, la présentation et la validation des outils de prévention et de capture des pangolins mobilisent les communautés riveraines de la forêt de Ziama, les autorités administratives et élus locaux, ainsi que les partenaires Aseredou, Fauna and Flora International FFI, dirigent les débats en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le centre forestier de Zérekoré. De renforcer les capacités des cadres qui sont venus ici et les partenaires pour appréhender les outils de prévention et de capture de pangolins. Le Ziama a été classé comme patrimoine mondial de la biodiversité depuis les années 1940. Notre rencontre ici s'inscrit dans le cadre de la protection d'une de ces ressources qui font la fierté de ce massif. Il s'agit de la protection intégrale du pangolin. 2 jours durant, l'importance et le rôle des pangolins sont expliqués aux participants ainsi que les comportements à adopter pour la protection des dernières populations de cette espèce menacée de disparition. Avant, nous on ne connaissait pas l'importance du pangolin. Les gens tuaient n'importe comment, on mangeait comme on voulait. Mais à l'issue de cet atelier que je viens de suivre, vraiment j'ai connu que le pangolin est important. Les pangolins, il faut de savoir que ce sont des espèces rares, très menacées. Et à Ziama ici, nous avons la chance d'avoir le pangolin à ventre blanc. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la protection de cette espèce vulnérable. Regroupant les communautés riveraines de la biosphère de Ziama, autorités administratives et partenaires du gouvernement, cette rencontre bénéficie de l'appui financier de la Fondation Levantis pour la protection des pangolins. Et puis le directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, depuis quelques jours maintenant à l'intérieur du pays, à Farana, Mohamed Lamine Keita a assisté à la clôture de la formation des conducteurs d'engins et des agents de sécurité sur le code de la route et sur la conduite défensive et préventive. L'initiative financée par son institution est portée par le ministère des Transports afin de réduire les cas d'accident dans la zone. Moussa Komara. À Farana, la formation en sécurité routière s'impose comme un outil essentiel pour sauver des vies. Avec l'appui financier de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ces conducteurs de motos, d'engins lourds et agents de sécurité routière optimisent leurs connaissances sur le code de la route, la conduite défensive et préventive. Ça vient combler un vide. On a compris ici que même au bord de la route, tu vas voir les gens, les motards qui circulent à pieds nus ou bien avec les repose-pieds. Et ils ne connaissent pas le code de route. Et puis c'est les mineurs qui conduisent les motos. Ils n'ont pas de permis de conduire. C'est avec surcharge. Et vous allez voir aussi les gros porteurs ou les minibus qui mettent les gens dans les véhicules, mettent les bagages. Après, ils prennent encore les apprentis. Ils déposent sur le toit du bagage. Donc, ils ont initié cette formation pour pouvoir combler tous ces vides-là. Nous avons vu les éléments indispensables, n'est-ce pas, à la conduite. C'est-à-dire, en tant que conducteur, qu'est-ce que vous devrez faire pour éviter? Parce que la conduite n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas un trophée à gagner. Donc, tout le monde veut quitter chez lui sain et sauf et se retourner sain et sauf. Une quarantaine de chauffeurs d'agents de sécurité routière sont concernés par cette approche pédagogique. Après des jours d'échanges professionnels et passionnants, ces stagiaires repartent transformés. Le formateur a pris tout son temps à nous former dans notre langue qu'on peut comprendre, nous montrer comment conduire, comment allumer une voiture, même le système de freinage que nous ne connaissons pas. Si tu freines beaucoup, tu vas consommer, on ne connaissait pas ça. Vu la satisfaction qu'ils ont tirée du formateur, je suis certain que la formation va leur permettre d'être prudents et de réduire les risques d'accident. Ces stagiaires promettent de divulguer le contenu de cette formation pour réduire les pertes de vie à 140.
Et puis une vingtaine de jeunes de la cimenterie viennent d'être outillés sur le leadership inclusif et la gestion des conflits. C'est un accompagnement de l'Union européenne à travers Terre des Hommes et de l'Organisation de secours aux handicapés de Guinée. L'initiative vise à promouvoir le maintien de la paix sur l'axe Amdalaï-Cimenterie et le respect des droits des personnes porteuses de handicap. C'est un reportage de Youssouf Kamara et de Marwan Kamara. À l'Université générale Lansana Conté de Somfonia, ces jeunes leaders venus de la cimenterie sont outillés. Durant des jours, ils ont développé leurs compétences en leadership inclusif, en résolution des conflits et en approche inclusive. L'initiative s'inscrit dans le projet L'Agnifant la paix est bonne, mise en œuvre par l'Organisation des secours aux handicapés de Guinée. Cette rencontre consiste à former les jeunes leaders et les personnes handicapées de la zone de cimenterie sur les notions de leadership, inclusion des personnes handicapées pour la promotion de la paix. Surtout sur l'axe Amdalaï Bambeto jusqu'à la cimenterie. Nous avons eu à former 20 jeunes leaders sur le leadership, la médiation, la prise de parole en public et la gestion des conflits. À travers cette formation, ces jeunes leaders sont désormais capables de promouvoir le respect des droits des personnes à mobilité réduite et le maintien de la paix sur l'axe Amdalaï-Cimenterie. Nous avons compris ici que l'handicap n'est pas une fatalité, mais seulement une question de circonstances et de moments. Lutter contre la violence, les conflits, parce que ça fait partie de certaines de leurs thématiques. Nous félicitons très bien leur initiative. Cette formation nous a renforcé de l'avantage. Comment être leader pour pouvoir faire aussi la médiation dans la résolution des conflits, dans les communautés aussi. Financé par l'Union européenne à travers Terre des Hommes, ce projet compte équiper les jeunes leaders avec les connaissances nécessaires pour créer des environnements inclusifs et œuvrer à la paix dans leur communauté. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 4 jours maintenant. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.